La dernière réunion qu'on a faite le 10 janvier, on disait déjà des gilets jaunes qu'ils étaient... c'était pas quelque chose d'uni, c'était pas quelque chose avec que des éléments qui sont en opposition à nous. Ça veut dire déjà qu'ils étaient divisés depuis un moment. Il y a à boire et à manger dans ce mouvement, il faut quand même, je pense, soutenir les éléments les plus sains et puis peut-être laisser vivre les éléments les plus radicaux qui mènent des combats qui ne nous concernent pas forcément. Et effectivement, ce qui est mené à la Maison du Peuple, c'est pas toujours dans notre vision de la France et notre vision du monde. Merci pour votre présence pour cette assemblée militante du Rassemblement National. Je ne vais pas intervenir très longtemps, on va laisser la parole à notre oratrice Brigitte Nedelec, conseillère régionale RN, qui va vous faire, je crois, une sorte de bilan du mi-mandat régional. Parce qu'on a eu des élus en fin 2015 au conseil régional, on a eu une douzaine d'élus, donc ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille pour défendre les intérêts des Ligériens. Jean-Claude dans la commission transport, Brigitte elle a travaillé dans la commission territoire et là elle s'occupe des entreprises, notamment et dans la commission d'appel d'offres. On bosse vraiment, même si vous ne savez probablement pas ce qui se passe au conseil régional, parce que c'est pas très grand public. On vous en a parlé aux élections 2015, on vous en reparlera un petit peu en 2021, mais c'est un petit peu opaque le travail du conseil régional. Alors ça, je pense que Brigitte va le clarifier un petit peu. Et vous expliquer qu'on fait un travail de fond qui n'est pas forcément suivi par la majorité, parce que bon, dans l'opposition, on fait vraiment un travail qui n'est pas simplement... on ne fait pas de la communication, on fait vraiment un travail d'opposant constructif. Juste 2 petites choses avant d'évoquer ce travail. Il y a aussi, vous savez, aujourd'hui la journée de la femme. Oui. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. Je pense qu'il y a une actualité assez forte autour de la journée de la femme, quelle est la place de la femme dans la société, et quelle place voulons-nous pour la femme dans la société. Manifestement, une place différente de ce que propose l'islam radical et les islamistes. Vous avez suivi, comme tout le monde, la polémique autour du hijab de course. On a de l'islamisme et on a un anglicisme en plus dans le mot. Enfin, donc cette polémique, elle a explosé sur Internet parce que naturellement les gens étaient indignés de ça. Nous on a relayé, enfin, notre famille de pensée a relayé ces messages de protestation contre le hijab running. Ça a été retiré des magasins, heureusement. Mais ça montre quand même qu'il y a une communautarisation, une islamisation de la société française qui ne date pas d'aujourd'hui ou de ce que fait Decathlon. Ce que fait Decathlon, et c'est pas pour pardonner Decathlon, c'est la suite de choses qui se sont accomplies depuis 5 ans, 10 ans. Depuis au moins 10-15 ans, il y a cette islamisation et cet intérêt pour un certain nombre d'entreprises privées de faire des produits qui sont compatibles avec une clientèle qui n'est pas... Ils font du business. Qui font du business, exactement. Alors il est sans doute intéressant, en cette journée de la femme, de rappeler que la place de la femme que nous voulons dans la société, c'est pas la femme voilée, masquée, c'est pas la femme diminuée, c'est la femme française et pleinement française, et pas à demi française. Nous ne voulons pas un régime juridique différent pour les femmes, comme peuvent le vouloir certains peuples. Juste avant de laisser la parole à Brigitte, il faut aussi que je vous parle un petit peu des municipales, et puis peut-être de cette espèce de débat qu'il y a eu il y a quelques jours de cela, auquel nous on a participé loyalement parce qu'on était plutôt dans une optique de prendre la parole quand on nous donne la parole. Moi je trouve quand même que le maire a abusé de son temps de parole, puisqu'il nous a dit déjà en amont, au dernier moment, chaque parti a droit à 2 minutes. Moi je considère qu'on ne peut pas développer d'idées très construites, très cohérentes en 2 minutes, ou alors absolument, on n'aborde qu'un seul sujet. Absolument. Et moi, je pense qu'ils ont voulu nous enfermer dans des sortes de discours monomaniaques. Alors moi, j'ai essayé de parler, je voulais parler de 3 sujets.
plutôt les aspects sociaux, un aspect central sur l'immigration, puis je voulais finir sur l'aspect référendum d'initiative populaire. Je n'ai pas pu évoquer le troisième sujet, et je pense qu'avoir fait un temps de parole de 2 minutes, c'était pour nous enfermer chacun dans notre petit truc monomaniaque, et qu'on ne puisse pas avoir de discours de politique générale, par exemple, sur ce qu'on pensait sur la situation de la société française. Inversement, le maire, lui, il a eu un propos liminaire de 2 minutes, une sorte d'introduction, mais il y avait déjà un contenu politique dans l'introduction. Oui. Une intervention de 2 minutes, qu'il a légitime, et puis le Parti Socialiste, il a eu droit à 2 minutes avec Madame Mahé. Ça veut dire que le temps d'expression du Parti Socialiste a été de 6 minutes, les autres partis, les autres groupes, 2 minutes. Donc il y a déjà un déséquilibre, s'il vous plaît. Gauthier, est-ce que je peux préciser autre chose? Oui, bien sûr. Il y a eu un manque de correction de la part du maire, c'est-à-dire que quand les partis politiques ont été appelés à s'exprimer, ils intervenaient par groupe de 3. Donc les socialistes ont pris la parole, la droite a pris la parole, etc. Et ils ont coupé après la truc pour que des maires prennent la parole, des maires amis de ils ont donné la parole à Gauthier qu'après tout ça. Donc, moi je considérais que Gauthier devait parler avec tous les groupes politiques. C'est vrai. Tandis que je l'ai remarqué. Ouais. Je l'ai remarqué. Bon, c'était un petit détail. Bon, excuse-moi. Il faut savoir aussi, sur un aspect purement matériel, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le sujet, mais moi je ne savais pas qu'il n'y avait pas de limite de temps et personne ne le savait parce qu'ils nous l'ont indiqué à l'entrée de la salle. Donc on a tous dû en gros réécrire nos discours en les ramassant au maximum pour faire une intervention de 2 minutes. Tout ça n'est pas très sincère et ça sera forcément dans la mémoire des Nazariens quand il y aura les élections municipales de mars 2020. Le maire est en campagne, vous le savez. Nous savons qu'il est en campagne, le maire, depuis 6 ou 8 mois, parce qu'il y a eu notamment cet entretien fleuve dont on vous avait parlé dans la revue Place Publique. Il y a une 20aine de pages d'interviews dans cette revue qui n'est pas lue de beaucoup de gens, mais qui est lue quand même des gens de gauche. Donc le maire est en campagne. Nous sommes en campagne sans être tout à fait en campagne, parce qu'il y a d'abord la campagne des élections européennes et qu'on mène toujours les combats dans l'ordre. Jusqu'au 26 mai, on va continuer à tracter à Saint-Nazaire et dans sa région, notamment ce tract que je vous ai montré, retour des djihadistes, et puis on va recevoir d'autres tracts. Quand nous aurons les élections européennes, on verra les scores que nous ferons et nous pourrons pleinement mener la campagne des municipales, pour lequel notre liste n'est pas encore complète, mais elle avance petit à petit. Là, nous avons une liste qui est faite à 90%. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les 10% suivants, avec toujours cette difficulté de la parité. Il y a d'autres petites difficultés aussi, mais que je ne vais pas évoquer ici. On ne nous rend pas les choses faciles pour les élections municipales à venir, mais à tous les partis. Mais je pense que ce qui est fait est spécialement quand même fait contre le RN. C'est un combat que nous mènerons dans un second temps. Donc nous aurons l'occasion de militer, de faire des réunions publiques pour expliquer aussi quel est notre projet pour Saint-Nazaire, parce que nous avons un projet pour Saint-Nazaire. Et ça, on l'a très brièvement, ce projet, on l'a très brièvement esquissé lors de ce débat, qui encore une fois n'était pas un débat. Alors au Conseil régional, on a des débats d'idées. Inversement, c'est pas forcément toujours génial, parce qu'on a une droite qui est un petit peu, qui n'écoute pas vraiment ce qu'on dit, et on a une gauche un petit peu, une opposition de gauche avant la majorité qui est un petit peu sectaire. Mais on a quand même des débats, et cela, Brigitte vous le présentera, ainsi que notre bilan d'étape en quelque sorte de ce que nous avons fait entre 2016 et 2018, nous les élus du Rassemblement National au Conseil régional. Merci pour votre écoute, puis je laisse la parole à Brigitte. Je vais commencer par le commencement, par me présenter, parce que c'est vrai que les conseillers régionaux ne sont pas toujours très bien connus. Donc, je suis Brigitte Nedelec, comme le nom l'indique, je suis bretonne pur beurre, si on peut dire. J'ai grandi en région parisienne, je suis arrivée en Loire-Atlantique en 99, donc vous voyez, ça fait quand même 20 ans, mine de rien, ça passe vite. Je connaissais déjà la Loire-Atlantique parce que une famille sur la Bretagne, une famille sur la Vendée, donc on traversait, on y séjournait. C'était un peu quand même retrouver une terre connue. Donc je me suis implantée très vite, suffisamment vite pour que, donc en arrivant en 99, en 2008, je sois élue conseillère municipale dans ma commune sur une liste d'hiver droite à l'époque. Donc là, j'ai un petit peu, donc je m'étais investie dans les conseils de quartier, j'avais
J'ai oublié quand même ma vie professionnelle. J'étais cadre au ministère des Finances. J'étais inspecteur des impôts spécialisé honteusement en contentieux fiscal, affaires juridictionnelles. Je faisais fonction d'avocat d'administration. Finances publiques, je connaissais. Droit public, je connaissais. Voilà. J'ai arrêté mon activité professionnelle donc en 2008 et puis je ne m'imaginais pas rester dans mes casseroles, c'est pas trop mon genre. Donc je me suis investie dans la vie municipale et c'est comme ça, fil en aiguille, que je me suis retrouvée conseillère municipale, donc à Vaud, dans l'agglomération nantaise, juste en limite de Nantes. Donc étant dans la liste majoritaire, j'ai eu une délégation. Je gérais tout ce qui était l'international, parce qu'on a une activité culturelle assez importante, des projets d'aide, etc. Et puis ça m'a donné l'occasion de côtoyer mes collègues conseils municipaux socialistes. J'ai pu voir ce que c'était. Aussi, bon, pas mal de républicains. Moi, je n'ai pas eu une oppression plus favorable. Donc, ça a duré comme ça un certain temps. Et puis, j'ai compris qu'il y avait la seule partie qui tenait la route. Puis un beau jour, j'ai dit à mon mari, bon, écoute, moi, ça suffit. On va aller déjeuner avec le Front National. Et puis, c'est là que j'ai connu Jean-Claude. Donc, on devait être en 2012 ou quelque chose comme ça. Après, pour des raisons familiales, j'ai quitté le conseil municipal, mais bon, il y avait des raisons qui ont fait que je distribuais des tracts, je militais avec le Front, mais je ne pouvais pas m'afficher. Donc j'ai adhéré officiellement en 2014. En 2015, donc on m'a sollicité, je n'ai rien demandé, on m'a sollicité pour être sur la liste des régionales, et c'est comme ça que je me suis retrouvée en deuxième position sur la liste de la Loire-Atlantique. Et puis comme on a fait quand même un bon score à l'époque, voilà, c'est passé. J'ai été élue avec la liste, on était 4 élus de Loire-Atlantique, donc au total, on était une douzaine. Voilà. Donc ça, c'est le contexte général. Donc on s'est retrouvé au conseil régional, il y a depuis 2 mandatures, il n'y avait pas eu d'élus du Front. Donc on n'avait pas d'antériorité, évidemment pas d'archives, pas de bureau, pas de matériel, tout apprendre, tout découvrir, les temps de parole, comment ça fonctionnait. On partait complètement de zéro. À part notre tête de liste, Pascal Viana, qui avait été conseiller régional, mais quand même pas mal de temps avant, parce qu'après il avait repris une activité professionnelle, on n'avait pas d'antériorité. Donc on s'est vraiment plongé, ça a été quand même un gros boulot de se mettre là-dedans. On est 93 élus au conseil régional, on a un amphithéâtre qui est quand même assez impressionnant. On a beau se dire, ouais, je vais être à l'aise. Quand on arrive là-dedans, on est un petit peu refroidi quand même. C'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, alors, comment fonctionne le conseil régional? Bon, nous, on est un petit groupe. On a un président qui actuellement est Jean Gochman. Pascal Viana est maintenant premier vice-président. Il a souhaité, après un gros investissement politique, se consacrer un peu plus disponible dans sa vie professionnelle parce qu'il est déjà en activité, mais bon, il est très, très, très présent autant que Jean, mais c'est un petit peu bicéphale. Ça fonctionne. Donc, le conseil régional s'est réparti en 8 commissions. Et chaque élu est obligatoirement membre d'une commission. Alors ces 8 commissions, je vous les cite comme ça rapidement, ça vous donnera une idée. Il y a la commission finance, qui s'occupe aussi des affaires générales, des ressources humaines, enfin, c'est l'administration de la région. Donc là, on a le président et le vice-président, parce qu'on voit passer, comme c'était les finances et le budget, ils voient passer à peu près, au moins sur le plan budgétaire, tous les rapports. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la région. Il y a la commission donc, entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche. C'est la commission que j'ai rejoint, ça doit faire 1 an maintenant, chose comme ça, à peu près 1 an. Ensuite, la commission emploi, apprentissage, formation professionnelle, insertion. Il y a la commission éducation, lycée, orientation, lutte contre le décrochage, civisme. Une commission transport, mobilité, infrastructure, c'est Jean-Claude qui siège. Une commission territoire, ruralité, santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement, donc vous voyez déjà les intitulés. Voilà. Commission 7, c'est culture, sport, vie associative, bénévolat, solidarité. Commission agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer. Donc, vous voyez, certaines commissions ont des attributions. Et beaucoup d'argent aussi. Hyper vaste. Un élu par commission, donc il y a quelques commissions où on est 2. La commission entreprise, qui est une très grosse commission, on est 2. Je travaille avec Monique Liumont, qui est élue du Maine-et-Loire. Ils sont 2 encore, ou je ne sais plus. Finance, on a dit 2. Voilà, ça reste. Voilà. Donc moi, j'étais passée aussi par la commission 6, territoire, ruralité,
santé. Quand M. Avello nous a quittés, on a réorganisé le groupe et on a permuté un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour l'organisation. Alors, comment travaillent les commissions? On se réunit une fois par mois. Une fois par mois, quelques jours avant, on a des rapports. Les rapports, c'est tout dématérialisé. Hein. Là, je n'ai pas compté à la commission entreprise, mais je m'en souviens qu'à la commission territoire, j'avais 1500 pages, pour vous donner une idée. Voilà. Et entreprise, j'ai des commissions, c'est à peu près de cet ordre-là. Hein. C'est un petit peu variable. Donc, on a un gros paquet. Donc, la thématique, chaque commission est divisée en sorte de rubriques budgétaires qu'on appelle des rapports. Donc on va avoir un rapport sur entreprise, innovation, on va avoir un rapport recherche, on va avoir un rapport investissement pour les établissements de l'enseignement supérieur, etc. Donc, un certain nombre de rapports, commission entreprise, ça fait, je crois, le total, 26 ou 28 rapports, donc on les voit pour le budget, et à chaque commission, on ne les retrouve pas tous. Et dans chacune des rapports, on a tout un panel de mesures. On peut avoir des subventions des entreprises, des investissements, on peut avoir plus de 100 mesures par rapport. Donc en fait, on nous soumet des rapports sur lesquels il y a un vote, dans lesquels il y a énormément de mesures. Ça prend des dimensions en surmasse. Donc là, souvent, on a des problèmes de vote, donc il faut définir une politique. Alors comment on travaille? Donc, on avait élaboré un programme pour les régionales. On a des axes prioritaires et je crois qu'on a tous gardé dans notre tête, pour chacun de nos commissions, ces axes prioritaires. On défend la ruralité, les territoires, les villes petites et moyennes, plus que les métropoles. Les métropoles sont déjà bien riches. Voilà, entre autres. Bon, on défend l'apprentissage. Au niveau des entreprises, on a des positions, je ne dirais pas de principe, parce qu'on ne peut pas être rigide sur des principes, enfin des grandes lignes, qui sait que le Rassemblement national n'est pas favorable aux aides directes aux entreprises. On préfère des prêts, des avances de trésorerie ou investir dans les fonds d'investissement qui vont gérer et faire des avances aux entreprises. Parce que sinon, c'est du clientélisme, bon, c'est pas trop, il y a ceux qui sont bien informés qui vont avoir les dossiers, etc. Donc on a quelques grands axes comme ça, et chacun dans notre commission, on connaît finalement ces grandes orientations et on les applique quand on travaille sur nos rapports. Après ça, on a aussi chacun de nous des priorités pour ou contre, qui sont des priorités locales, précises. Je pense au transport. Hein, on a par exemple le détournement, je veux dire, le deuxième franchissement de la Loire qui revient régulièrement. Enfin bon, on a des demandes. Voilà. On fait des demandes comme ça, rédhibitoires, on répète. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc commission sectorielle une fois par mois. Donc quand on a 1000 pages, vous imaginez que ça se fait en 24 heures, préparation. Ça c'est le lundi, la commission sectorielle le lundi. Le vendredi qui suit, on passe en commission permanente. Alors, ce que c'est qu'une commission permanente, là il n'y a que quelques élus qui siègent. C'est un nombre limité, c'est les vice-présidents, quelques élus de la majorité. Nous sommes 4. À siéger. Il y a donc notre président de groupe, Jean Gauchman, Pascal Gana qui était notre tête de liste, moi, et Brigitte Neveu qui est élue de Vendée. Bon, là aussi, comme c'est une contrainte, les gens qui sont les plus proches viennent plus facilement le vendredi. Le vendredi, cette commission permanente, c'est un peu comme une mini-plénière. C'est-à-dire qu'on reprend tous les rapports des commissions. Donc, ça vite. Là, on a nos tableaux de vote récapitulatifs parce que il y a 8 commissions et ça fait un bon paquet de rapports à voter. Ils sont présentés par le vice-président de commission et là, on vote. On vote selon ce qu'on a voté en commission. À chaque année, on étudie ces rapports, on nous propose un vote. Il arrive qu'en commission, on rediscute ou qu'on ait parfois des informations qu'on n'a pas eues en commission et puis qui sortent en permanente comme ça. Donc on a toujours un dialogue, une coordination entre nous 4. Mais bon, globalement, on suit les votes de l'élu en commission. Donc on fonctionne tous les mois comme ça, et une fois par trimestre, au lieu d'avoir une commission permanente, on a une assemblée plénière. Alors ça, c'est une obligation du Code des collectivités locales, c'est comme dans les conseils municipaux, c'est un conseil municipal minimum par trimestre. Là, c'est une plénière minimum par trimestre. On y vote les budgets supplémentaires, les décisions modificatives, etc. Donc là, c'est sur 2 jours, du matin jusque tard dans la nuit.
on siège régulièrement à 11h30, minuit. Minuit, Au oui. début, on a même fait plus que ça. 1h du matin, ça nous est arrivé. Et le lendemain, rebelote, 9h. Donc quand ça se termine, on est content. Content. Là, c'est une autre. Bon, pareil, on revoit tous les rapports qu'on a vus, parce qu'il y a une commission avant. On les vote, mais aussi on présente des vœux, on pose des questions orales, et on propose aussi des amendements sur les rapports. Donc là, on a un travail qui fera encore plus d'ampleur, hein, parce que c'est le travail de la commission, plus tout ce qui est amendements, questions orales, vœux politiques ou très factuels. On souhaite une étude pour la ligne ferroviaire sur les herbiers, par exemple, etc. On fait des vœux, donc ça, c'est notre rythme, notre travail. Officiel. Parce qu'à côté de ça, on a 2 douzaines de mails par jour nous invitant à tel séminaire, telle réunion, tel truc, tel machin. Donc on pourrait être sur la route tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vous cacherai pas qu'en tant qu'élu de la minorité, je fais un peu, mais ce n'est pas très vivable en fait, hein, parce qu'ils se retrouvent évidemment entre eux, entre eux. Donc si c'est pour, bon là, tout seul dans un coin, bon, quand c'est des séminaires de présentation sur la politique maritime de la région, etc., j'y vais, je gratte, on a un diaporama, bon, on s'en sert après dans les commissions, mais il y a tout un aspect, on sait que de toute façon on va rester un peu sur la touche. Eux, ils sont en groupe, ils se connaissent, etc. Ils connaissent tout le monde, ils connaissent les interlocuteurs départementaux. Il y a beaucoup de notables, etc. La plupart sont maires, voilà. dans l'opposition droite. Certains sont aimables, d'autres un peu moins. Voilà. Donc on fait assez vite le tri. Hein. Au début, on sort un peu nos antennes, on tâte un peu là où on peut aller ou pas. Moi, je sais que j'ai tendance à faire certaines sorties en Vendée, avec Brigitte Neveu, style ancien combattant, ce genre de choses. On est très bien accueillis, puis c'est plus agréable d'être à deux que seul dans une manifestation. Donc on voit quand même où ça va bien se passer. Voilà, mais bon, si on voulait, ce serait plus du 100%, quoi, sans compter toutes les lettres d'information, les trucs qui vont tomber dessus. Bon, il y a de quoi se remplir, si on veut, avec la majorité. On a un budget de la région. Budget 2019 qui a été voté, c'est 1,889 milliards d'euros. Ça paraît une grosse somme. J'ai vérifié 2 fois, mais je ne me suis pas trompée dans les virgules. Il faut savoir que le budget de Nantes Métropole, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc nous, on considère quand même que les métropoles, elles sont des sous. Donc on va voilà. Ce qui fait que là, on va retomber sur un de nos grands axes qui va être quand on a de la réhabilitation urbaine, quand on a de la réhabilitation des logements, par exemple dans la commission 6, et ben, non, on préfère aller réhabiliter les centres-bourgs, et puis on va discuter les plans banlieues, etc. Hein. Politique culturelle aussi, ça c'est pareil, les métropoles, elles ont des millions, la ville de Nantes a des millions à gérer. Hein. Donc au niveau de la politique culturelle, nous, ce qu'on va défendre, c'est une politique culturelle dans le territoire. Parmi les axes majeurs, ça va être effectivement faire de la culture. On défend le patrimoine plus que des arts visuels et des spectacles, l'art vivant, parce que là, on assiste à des choses, enfin, on a des interventions de notre collègue qui sont quand même assez, vraiment géniales sur la culture, hein, Brigitte Neveu, c'est un régal à chaque fois, parce qu'elle passe en revue évidemment tous les spectacles que la région finance, c'est franchement hallucinant. Alors, on ne sait pas trop qui fait le truc. À la queue de à poil. Mais alors, il y a le spectacle dénudé, l'exposition des corps, des trucs. Absolument. Ça peut être très drôle. Mais c'est pas bon. Ça fait plaisir. Pas bon. L'argent part là-dedans. Alors, nous, on défend une culture, je veux dire, beaucoup plus classique, hein, quand même. L'art moderne, certes, ok, mais pas ce qu'on appelle l'art conceptuel, du style sculpture en mousse de lessive, et qu'il faut qu'on vous explique ce que ça veut dire. Donc, on n'est pas vraiment favorable à ça. Le patrimoine, on demande toujours plus d'argent pour le patrimoine petit et grand. Bon, là, on est lancé sur une grosse opération à Fontevraud avec la construction d'un musée. Ah oui, j'ai oublié de dire que je siégeais aussi, ça m'y mène, à la commission des appels d'offres. Donc, je siège à la commission, là, c'est presque toutes les semaines. Heureusement, j'habite Nantes, pour ça que j'y suis aussi d'ailleurs. Donc, on examine les marchés publics en la forme, je précise en la forme. C'est-à-dire qu'on veille à ce que les procédures soient régulières, à ce que les dossiers donc les services préparent, examinent les dossiers. Et donc on fait, pardon, Fontevraud, on fait un appel d'offres pour les travaux d'aménagement du musée à Fontevraud. Donc il y a une enveloppe budgétaire, il y a toute une procédure d'appel d'offres, on définit ce qu'on veut. Ça, donc les architectes nous proposent les schémas. Et puis après,
on passe les marchés avec les entreprises. Donc c'est une vérification en la forme, en appel d'offres. Ce qui n'empêche pas qu'on voit quand même passer des choses que parfois on a à peine vues en commission, parce que dans les 300 mesures du dossier et du rapport, on l'a vu, on n'a pas vraiment eu le détail. On voit quand même des choses intéressantes. Et bon, de temps en temps, alors je travaille avec mon collègue Pascal Nico, qui est élu de la Sarthe, qui est chef d'entreprise, qui est très pointu sur les procédures d'appel d'offres. Donc il houspille un petit peu là-dessus pour qu'il y ait des appels d'offres globaux pour interrégions sur certaines choses, etc. Et moi j'interviens plus, j'essaie de passer des informations aux commissions et sur un aspect politique, mais je fais parfois la différence, je le dis, je fais une différence, j'interviens sur le fond, parce que parfois je suis obligée de faire un coup de gueule, c'est des trucs hallucinants. Là, la dernière commission, je suis restée sans voix, parce que c'était hallucinant. On a passé un appel d'offres auprès d'organismes de formation. Alors c'est pompeux, ça s'appelle contrat d'avenir. C'est prévu dans le contrat de plan État-région, donc c'est plus ou moins imposé à la région, ça. Donc on voit ça en commission, ça passe vite. Bon, on a un petit doute quand même, mais on n'a pas forcément tous les détails. En appel d'offres, vous avez tous les détails. On forme qui, là? On forme. Celui-là, il est génial, je vais vous l'envoyer côté, parce qu'il va falloir... C'est destiné à un public sans qualification. Bon, je suis très bien placé pour en parler. Mais non francophone. Sympa. On a compris, hein. Ok, donc c'est un budget, c'est un contrat qui est pluriannuel, qui est signé sur 2 ans, avec une enveloppe maximale en nombre d'heures, avec une enveloppe maximale et minimale de nombre d'heures. Donc à combien de personnes ça va correspondre, je ne sais pas. J'ai fait comme ça très vite un calcul de tête. Donc finalement, on a le tarif horaire des différentes entreprises de formation qui postulent, on a le tarif horaire, donc vite, j'ai multiplié vers ça, j'ai pas creusé le truc encore, mais j'arrive à 1 million, 1,5 million. Qu'est-ce que c'est que du sans qualification non francophone? Évidemment, c'est du migrant. Hein. Voilà. Donc mais là, sont des noms pompeux. Non, mais il y a des moments, les bras vous en tombent. Ah, c'est sûr. Et puis tout ça se passe sereinement. Je me dis, je leur saute à la gorge, on verra ça, la mission. On fait des études. Les parents se sont saignés à Cap-Venne, qui ont fait des études, qui sont formés, qui sont compétents, qui sont intelligents. Ils partent travailler à l'étranger pour trouver du boulot. Et ils sont remplacés par des migrants non francophones et sans aucune qualification. Donc limite illettrés, quoi, voire carrément illettrés. Si ça ne s'appelle pas du remplacement de population, il faut expliquer. Faut pas employer ce terme. Ah ouais, parce que quand on voit des trucs comme ça... Tu as tout à fait raison. Bon, on voit des choses... on voit des trucs comme ça. Non, mais ce qui est marrant, c'est toujours sous des aspects très banals, le titre ne choque pas. C'est génial, le contrat d'avenir. Quand on voit le détail du marché, c'est quand même impressionnant. Hein. Bon, donc on voit en commission d'appel d'offres des choses comme ça. On voit par exemple les compétences des CREPS, des centres régionaux d'éducation sportive, qui forment les futurs profs de sport, mais qui forment aussi des sportifs de haut niveau, etc. C'est une compétence État, ça a été rattaché à la région. Donc là, j'ai passé le tuyau aussi à ma collègue de Vendée qui gère Culture Sport. On va poser des questions orales et on va faire le point, parce que moi, je vois un marché à 6 millions qui est passé il n'y a pas longtemps sur le CREPS. Voilà. Donc c'est des trucs, on refait des salles, on refait des trucs et des machins pour... mais vraiment une infime partie de la population. Donc moi quand j'interviens comme ça en commission d'appel d'offres, je dis bon, je sais qu'on est là pour la forme, mais quand même au fond et ils prennent ça très bien, on travaille quand même très bien, et puis en fait je sens bien qu'il y a pas mal qui sont assez d'accord avec moi. Mais ça passe quand même. Ouais. Oui, ça passe. On est minoritaire. Voilà, on est minoritaire quand on est le problème, c'est que ça passe toujours. J'ai vu passer aussi intéressant, on passe des marchés pour aider les associations et les entreprises à remplir les demandes de dossiers de fonds européens. Alors, les fonds européens, c'est quand même notre argent puisqu'on cotise à l'Europe. On n'en récupère qu'une petite part, mais en plus, on n'arrive pas à récupérer la petite part. Il y a un coût de gestion qui est déjà astronomique, c'est ce que je dis en commission d'appel d'offres, mais là, déjà, on a un coût de gestion astronomique des fonds européens, parce que Paris, Bruxelles, contrôle, recontrôle, instruction, paperasse et tout le bazar, donc c'est des frais de gestion pas possibles, et les gens, c'est tellement compliqué, ils n'arrivent pas à remplir les dossiers, donc nous, on signe des contrats, des prestataires de services, pour les aider à remplir les dossiers. Voilà.
Bravo, bravo. Donc si un jour on vous dit le Front RN n'est pas compétent en matière économique, vous pouvez leur répondre que vu la compétence dont ils font preuve depuis quelques décennies, on ne craint rien. Hein, franchement, rien. On Ils ne pas n'ont pire. aucune leçon à nous donner. Voilà. Donc ça c'est commission d'appel d'offres, commission. Sinon ce qui se passe, les relations avec la majorité, moi personnellement, hein, j'ai senti une nette différence après le départ de M. Retailleau. En début de mandature, à notre grande surprise, nous avons eu moi j'en ai eu en particulier, j'étais fière comme un pape, nous avons eu des amendements acceptés, sous les hurlements de l'Europe Écologie et des socialistes. Acceptés. Après le départ de M. Retailleau, voilà. Terminé. Terminé. Alors on présente des vœux, on est parlé tout à l'heure. Non, c'est pas possible. On représente le vœu. Non, c'est pas possible. Les socialistes proposent un vœu presque pareil, il y a 3 phrases de différence. C'est peut-être possible, on pourrait peut-être retourner la phrase autrement. Si vous voulez, on peut faire un vœu commun avec vous. Voilà. Et puis puis quelques temps après, on apprend dans le journal qu'effectivement la région a décidé de lancer une étude, le vœu qu'on avait. Mais qu'ils ont transformé, il ne fallait pas que ça vienne du RN. Restons sereins. Bon, voilà. Ceci dit, on les gêne beaucoup. Les rapports sont très cordiaux quand même, il ne faut pas croire qu'on n'est pas persécuté. Hein. On est chez des gens polis dans l'Ouest. Ça se passe quand même très très bien. Il y a un élu socialiste qui serre la main à personne. Mais bon, c'est mon ennemi personnel. C'est un ancien délégué CGT, de la SNCF. On s'est pris 2 fois le bec en réunion. Depuis. L'ancien LCR. Ancien LCR. Qui siège. Moi qui viens de l'extrême gauche. Un vieux copain qui refuse de me serrer la main. Qui siège souvent avec son écharpe rouge pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est un total, le tableau est complet. Non mais Brigitte a raison sur un sujet. Non mais elle a extrêmement raison. C'est qu'à la région, à la rigueur, on a des adversaires. Moi j'aime pas le terme ennemi, les adversaires. Mais au moins les rapports sont cordiaux. Quand je vois certaines personnes qui me serrent la main quand je suis au conseil régional, et qui, ici, à Saint-Nazaire, n'oseront pas me servir à la main parce qu'il y aura le maire derrière, ou les équipes du maire derrière, moi j'appelle ça d'hypocrisie. Moi, j'ai aucune honte à serrer la main d'un adversaire politique, s'il se comporte d'une façon, je veux dire, correcte. Mais quand je vois où ils sont rendus, ces braves gens... Alors, quand on travaille en commission, c'est vraiment... Bon, chacun apporte sa pierre, hein, parce qu'on a tous quand même le sens intérêt du bien commun. On ne fait pas la guerre en commission. Maintenant, quand on est en plénière, il y a la presse, les médias... Il faut se faire remarquer. Ils jouent un autre rôle. C'est comme à l'Assemblée nationale, c'est un jeu de rôle. Après, je finis dans nos relations avec la majorité. Donc, petit groupe, on est minoritaire, ok, on est beaucoup moins puissant que les socialistes. On remarque d'ailleurs que la présidente de région et les vice-présidents tournent toujours la tête du côté gauche vers les socialistes pour voir leur réaction et tout. Nous, on compte un peu comme pour du beurre. Mais malgré tout, on est vraiment quand même le poil à gratter. On les embête pas mal. Moi, je passe mes dossiers au crible. Là, je ne suis pas toute seule. Je le fais avec Monique Lyonneau et puis aussi avec Éléonore Revel. Mais j'oublie, on a 3 collaborateurs qui sont Gauthier. Éléonore Revel qui est SD de Loire-Atlantique, Gauthier SDA, et puis Jean-Patrick Fillet qui est SD de Vendée. Donc on sait bien. Il prépare les rapports avec nous, on se partage. Moi quand j'en ai 28, 26 ou 25, on coupe en 3, et puis après on échange nos notes, etc. Et on passe les rapports au crible. Alors on a des points d'alerte. Parce que comme moi j'ai la recherche, l'innovation, etc., parmi nos grands principes, on a posé dès le début de la mandature des principes de bioéthique. On a demandé à la région une charte de bioéthique, parce qu'on a de gros laboratoires, on finance vraiment beaucoup de recherche ici, et de grosses entreprises de recherche qui sont vraiment très pointues, mais qui font de la recherche sur des cellules embryonnaires, pas seulement des cellules souches. Donc on a demandé une charte, donc bien sûr on a refusé. On rappelle régulièrement qu'ils nous ont refusé une charte de bioéthique. On a ajouté à ça la maltraitance animale, parce que dans ces laboratoires, on a aussi l'utilisation d'animaux, et on a des sociétés qui font de l'élevage pour ces animaux. Donc pour moi c'était impératif à ces 2 points. Donc on a demandé, dernière plénière, j'ai demandé à ce qu'ils favorisent
puisqu'ils financent des travaux de recherche qui favorisent, et des thèses, pourquoi pas des chercheurs qui font des travaux sur des méthodes alternatives, sur la recherche animale, etc. Il y a peu de fonds publics qui vont là-dedans. C'est aussi un créneau, même je dirais économique. Hein. Bon, bien sûr, tout ça est renvoyé d'un revers de main, mais on n'est pas toujours aussi frustré, parce que de temps en temps, on trouve des perles. Alors j'ai eu une commission en septembre ou octobre, c'est une commission de septembre. Alors je vais vous lire quand même, parce que non, mais ça c'est quand même assez génial, ça a été repris d'ailleurs dans ce média alternatif sur Internet. J'ai découvert qu'il y avait un financement, donc au niveau des études supérieures, puisqu'on finance, de ce qui s'appelle la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme, qui s'appelle Ange Guépin. Donc c'est en lien avec l'université de Nantes. On finançait à hauteur à peu près 225 000 € la totalité, à 100%, à l'activité de ce centre de recherche en sciences sociales. Les sciences sociales, ce n'est pas des sciences dures. Et alors, comme je suis allée, parce qu'on va voir sur Internet, on vérifie, dès qu'on a tout ce qu'ils font, ces gens-là, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc, l'axe politique de cette maison des sciences humaines, eh ben, c'est l'Europe fédérale, voire même la construction d'une république européenne. Dixit, ça c'est colloque de février 2018 organisé, politologue allemande. Voilà. Le concept État-nation est dépassé. Ok, donc là on coince un peu, loin. Hein. Donc défend le projet d'une république européenne, comme j'ai dit en commission, bon, et en commission permanente, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait contradiction. S'ils font de la recherche, il faut qu'il y ait d'autres débats et d'autres positions. Seulement, cette fameuse maison des sciences humaines, donc, qui était financée à 100%, ne traite que ce type de sujet. Mais ce n'est pas le meilleur. Au mars 2018 est organisé un colloque dont le thème était migration, sexualité, tourisme. Ça se corse. Mais alors là, quand on lit les intervenants, on se dit qu'on est à l'université d'Alger, ou de Rabat. D'ailleurs, je leur ai conseillé de se faire financer par l'université d'Alger de Rabat. On a circulation migratoire des Marocains, .e.s à Dubaï. On est vachement concernés. Relations amoureuses au sultanat d'Oman. Ça vous dit? Genre, jeunesse et sexualité en milieu urbain au Maroc. Bon, et j'en passe. Donc ça, c'était les intervenants et les chercheurs qui étaient associés à ce colloque du mois de mars. Là, je dis quand même qui suis chez nous. Voilà. Et j'aurais dit qu'on râlerait l'année prochaine aussi. Hein. J'avais découvert aussi des financements de chercheurs étrangers à un prix astronomique pour un séjour de quelques mois en France. Et la personne ne l'avait vu, ce qui prouve que la majorité ne travaille pas forcément toujours ces dossiers, reprennent un peu les souliers de l'ancienne majorité. J'étais intervenue en commission permanente pour dire, attendez, vous accueillez 2 chercheurs, vu le prix astronomique par mois que ça nous coûte, vous allez au moins les loger à l'hôtel Radisson, qui est l'hôtel le plus luxueux de Nantes. Donc là, évidemment, le président de commission est passé par toutes les couleurs, présidente de région a sursauté parce qu'elle n'était pas au courant. Alors, de temps en temps, on met le pied dans le plat. Et ce qui est quand même intéressant, on peut se dire que, de toute façon, on nous dit, mais non, tout est normal. Alors, mais non, c'est pas 6 mois, c'est 18 mois, c'est pas si cher que ça, et blablabla. Mais 2 mois après, 3 mois après, vous voyez passer un avenant à la convention avec le dit organisme, où tout à coup, les travaux de recherche sont beaucoup plus ciblés dans l'intérêt de la région, où les coûts sont limités à un niveau déjà un peu plus raisonnable. Donc on se dit que finalement on n'a pas tout perdu, on met les pieds dans le plat, ça fait sauter un peu, parfois on répond un petit peu sèchement. Bon, c'est pas grave, je comprends pourquoi, parce que bon, ça énerve évidemment quand on sort. Puis, bon, on est un petit peu vache aussi, parce que je ne vais pas forcément déballer ça en commission, que je vais attendre la plénière ou la commission permanente. Ça fait partie du jeu aussi. C'est logique. Voilà, c'est logique. Bon, voilà. Bon, sinon, il y a des évolutions positives, nous on revient toujours à la charge, plus tôt des prêts, comme je disais, que des subventions aux entreprises, et la région va vraiment dans ce sens-là. Ils ont aussi des politiques qui sur beaucoup de points se rapprochent des nôtres, et est-ce que notre influence fait évoluer? Bon, on l'espère quand même. Bon, en tout cas, on gagne sur des points de détail. Comme ma collègue Brigitte Neveu attaque tel spectacle ou tel spectacle, c'est plus difficile dans les mois qui suivent de présenter la même chose. Ils font la gueule. Voilà, ils font la gueule.
Bon, quand on parlait des éoliennes, moi j'avais des travaux de financement de recherche, j'ai une commission extraordinaire au mois de novembre aussi, financement de travaux de recherche sur des éoliennes géantes. Alors qu'est-ce que c'est que des éoliennes géantes, sachant qu'elles font déjà 200 mètres de haut, hein? Donc là, c'est pas possible. Donc quand on sort des mesures aberrantes comme ça, même s'il y a 50 mesures dans le rapport, s'il y avait des mesures très bien dans le même rapport, on va s'abstenir parce qu'on ne peut pas voter. Et sinon, on va voter contre, parce qu'on va sortir 2-3 points complètement déments. Moi, je suis désolée, faire des travaux de recherche sur des éoliennes à 350 mètres de haut, on n'en veut plus des éoliennes. Bon, ça va, il faut se calmer un petit peu. Donc en fait, on arrive à les influencer. Pour compléter ce que vient de dire Brigitte, tu es excellente dans ton domaine. Moi, je vais remercier, elle l'a déjà fait Brigitte, mais remercier ce qu'on appelle nos collaborateurs à la région. C'est-à-dire qu'on reçoit les dossiers, combien de temps va la plénière Quelquefois, c'est court. Hein, c'est court. Donc, comme elle vous a dit, c'est des trucs à rallonge. Heureusement qu'on a des collaborateurs qui travaillent pour nous la région, donc Gauthier, Jean-Patrick Fillet et Aliénor, qui ont le temps d'éplucher les dossiers. Et la plupart du temps, ils sont d'une aide considérable. Enfin, moi, je parle pour la commission transport, Gauthier, qui fait le travail, je reconnais qu'il le fait bien. Non, mais de temps en temps, j'aime pas envoyer des compliments, mais bon. Et Léonore, sur la commission entreprise, elle fait un boulot. Hein, on se trouve face à 25 ou 28, je crois, 28 au total, les intitulés, c'est 28 rapports pour le budget. Là, il y avait du budget partout, évidemment. Hein. 28 à 2, ce serait très peu. On croise nos interprétations. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait, et on n'a quand même pas l'impression de perdre de temps, parce qu'on arrive à avoir des petites victoires comme ça, et puis quand on fait des apports qui sont pertinents, même si quelquefois il y a un peu une réaction superficielle, mais non, on voit bien que ça chemine. Ce qui est malheureux là, comme tout ce qui concerne le RN, enfin moi j'appelle toujours ça c'est que même si on fait une intervention remarquable sur un sujet qui marque les esprits, la presse régionale n'en parlera jamais. Jamais. Donc ça passe sur les réseaux sociaux, mais il faut reconnaître que bon, c'est pas une critique que je vous apporte à tous, je vous comprends. Je pense que le conseil régional n'est pas votre préoccupation principale, la plupart. Non, mais c'est vrai que si la presse nous relayait, automatiquement nos interventions ont plus de poids, même vis-à-vis de la majorité, parce qu'ils les craindraient beaucoup plus. À partir du moment où ils mettent Presse Océan, Ouest France et sur l'intervention, on est beaucoup moins craint, même en plénière. On dérange, on y fait évoluer. Je ne suis jamais dans la critique systématique. Il y a des choses qui sont très bonnes. Il y a des choses auxquelles je vais attaquer systématiquement. On va financer des trucs invraisemblables en Afrique. Bon, c'est pour choisir. J'aurais dit, moi, c'est les migrants ou la coopération. Mais maintenant, on ne peut pas demander les deux. C'est trop tard. Il faut arrêter de rêver. Mais il y a des choses qui sont... on fait du bon boulot quand même. Quand on connaît la majorité, c'est quand même des gens d'expérience. Et puis, des gens de qualité. Donc, quand il y a des choses qui plaisent ou qui conviennent, on n'hésite pas à le dire. Mais ce qui rend aussi nos critiques plus pertinentes, parce que si on est dans une espèce d'opposition systématique, ce que font parfois les élus socialistes d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont spécialisés dans les discours. Oui, c'est vrai. Mon Dieu. En plénière, tu t'aperçois que des socialistes prennent la parole pour absolument rien dire, rien proposer, simplement pour montrer aux caméras qu'ils ont pris la parole, même s'ils n'ont rien à proposer. On l'a vu. C'est sur un ton sarcastique que moi je déteste autant pour faire de l'humour, mais un ton sarcastique, non. Enfin, je veux dire, on n'a pas des idiots en face de nous quand même. Moi j'en ai discuté avec d'autres élus de la majorité qui disaient mais comment elle nous a pas... J'ai dit mais je suis entièrement d'accord. On ne parle pas aux gens de cette manière-là. Ils n'ont pas affaire à des débiles en face d'eux, mais ça, il y a quelques élus du PS, même nous, on ne supporte pas. Quoi. Non, c'est pas possible. Les gens, faut les taper. Le problème, c'est qu'on a des élus, donc ils sont des élus locaux, qui mènent une politique, mais en fait, c'est du reclatrage de mesures qui sont prises. Ça, on leur dit régulièrement, je le leur dis régulièrement. Vos amis à Paris ou à Bruxelles défendent une politique qui détruit la région, qui détruit la France. Voilà. Donc on est dans des optiques d'ultra-libéralisme. On a des élus locaux qui vous parlent que de territoire, que de développement, que de préservation de l'emploi industriel et compagnie.
et qui semblent y mettre du cœur, ils ne sont pas tous hypocrites, loin de là, mais à côté de ça, ils votent quoi, hein, leurs amis politiques. Moi, j'ai eu une subvention, là, Action, je ne sais pas si vous connaissez les magasins Action. Si, ouais, il y a Ah, un ça fait responsable combien de Saint-Nazaire. milliards de je ne l'ai pas mis là, mais Il y en a ça un fait- tourné, voilà. milliard, c'est monté. Si, c'est des milliards de chiffres d'affaires Ouais. et c'est pas loin du milliard de bénéfices aussi, ce groupe-là. Donc on verse une subvention pour que ces gens-là s'installent dans la C'est région. un groupe Et étranger on en nous dit, plus. bah oui, mais s'ils viennent pas dans notre région, Ils iront ailleurs. ils vont aller dans une autre région. Donc on en est à se mener la guerre entre régions. Donc on peut pas. Donc on est obligé de ramener alors ça les énerve évidemment, mais de ramener nos affaires à une politique nationale et même européenne. On ne peut pas détacher ça. Parce qu'on arrive finalement à faire des régions, des mini-États, avec des gens qui sont des partis politiques qui vont voter le contraire de ce que les élus locaux font, à un autre niveau, et à une guerre des régions. Et on assiste à un démantèlement total de l'État français. Donc ça les énerve beaucoup parce qu'eux, ils voudraient qu'on reste strictement sur notre rapport. Ben non, à l'intervention plein air, moi je vais toujours commencer par reposer un contexte général, politique et économique. Bon, Action, c'est des cargos, c'est des porte-containers qui viennent de Chine. Bon, à part ça, on dit que c'est la priorité, c'est le maintien et même le développement de l'emploi industriel en Pays de Loire. J'ai dit ok, mais à long terme, là vous gagnez 300, 400 emplois et à long terme, on va en détruire combien? On est à financer l'envahissement. Voilà. Bah, Donc indirectement, c'est nous qui sommes on perdants. est obligé, ça les agace beaucoup bien sûr, hein, mais bon, c'est notre rôle aussi de replacer toujours ça dans un contexte au-dessus. Bien sûr, alors là ils nous disent, oui, on m'a dit une fois, mais madame, vous vous trompez d'assemblée, et sous-entendu c'était pour l'Assemblée nationale, mon discours. Hein, c'est un classique, ça, ils essaient de nous ramener au niveau purement local, mais ça n'est pas possible, parce que s'ils étaient cohérents, eux, au niveau local, au niveau national et au niveau européen, les partis auxquels ils appartiennent, eh ben, oui, on pourrait parler de politique locale. Et là, on ne peut pas. Parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Alors nous, on est cohérents. Nous, on traite toujours nos dossiers, nos rapports, en fonction de nos orientations de campagne et des grands principes du nationaliste et